monsieur, bonsoir. À la une de cette édition, l'attaque d'Oléron comme illustration de l'échec sécuritaire et migratoire d'Emmanuel Macron. Nous reviendrons ensuite sur la polémique autour de la plateforme chinoise Shine et le bras de fer engagé par le gouvernement. Et enfin, une page européenne et balkanique avec la Serbie, toujours secouée par une crise politique d'ampleur. Une attaque qui aurait pu être mortelle sur l'île d'Oléron en Charente-Maritime. Un individu a perpétré une attaque en se revendiquant de l'islam. Un nouvel épisode dans la France orange mécanique d'Emmanuel Macron. Mercredi, vers 8h45, un homme de 35 ans résidant dans un mobil-home au port de la Cotinière à Saint-Pierre d'Oléron a lancé un périple meurtrier de 35 minutes au volant de sa voiture. Il a délibérément percuté 5 piétons et cyclistes sur une route de 6 km entre Saint-Pierre et Dolusse-d'Oléron. Avant son interpellation nécessitant un taser, le suspect a incendié son véhicule qui contenait une ou plusieurs bouteilles de gaz et crié Allah Akbar. Le profil du suspect est édifiant, un converti à l'islam, marginal, alcoolique, connu des services de police pour de multiples faits de violence, vol, délit routier et usage de stupéfiants. Les perquisitions à son domicile ont déjà révélé des références islamistes claires et explicites. L'enquête ouverte pour tentative d'assassinat par le parquet de La Rochelle n'a pas encore saisi le parquet national antiterroriste malgré une expertise psychiatrique en cours. Le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, parle d'un périple meurtrier sans le qualifier d'attentat mais confirme la conversion récente de l'individu. Parmi les victimes, 5 personnes ont été blessées, dont 2 grièvement, un cycliste de 69 ans et une jeune femme de 22 ans qui se trouve être la collaboratrice parlementaire du député RN Pascal Markowski. Si leur pronostic vital n'est plus engagé, leurs blessures restent extrêmement graves. Le profil de l'individu, lui, est hybride, islamisé et visiblement instable psychologiquement. Le ministre de l'Intérieur a déclaré par ailleurs qu'il était connu des services de police. Non, il n'était pas connu des services de renseignement, mais c'est un individu qui avait commis un certain nombre de délits de droit commun par le passé. Un profil compliqué pour des attaques particulièrement difficiles à anticiper. L'origine du phénomène va chercher plus loin, dans des décennies et notamment une dernière décennie de laisser-faire face à la poussée de l'islamisme et de son principal moteur, l'immigration. Le vice-président de l'Assemblée nationale, Sébastien Chenu, a tenu à qualifier cette menace en rappelant les mots qu'il avait échangés avec le président de la République lors de l'assassinat du professeur Bernard. Je lui avais dit, il faut arrêter les paroles, il faut des actes, monsieur le président. Les larmes, les constats, les chiffres, tout le monde est d'accord, tout le monde pleure, tout le monde, ok, très bien. Mais il faut pas faire de politique. Bah si, parce qu'il faut des solutions politiques à des actes politiques. L'islamisme, c'est politique. L'islamisme, c'est un combat politique. De son côté, Marion Maréchal a insisté sur le caractère hybride de l'attaque d'Oléron en expliquant les modalités dans lesquelles l'attaque a pu avoir lieu. Ça semble de prime abord être un cas qui relève plus de la psychiatrie que de l'islamisme, mais c'est pas moins interpellant à certains égards. Donc personne fragile, marginale, vous l'avez dit, qui du coup se retrouve dans un environnement dans lequel les attentats terroristes islamistes sont si nombreux et manifestement quand même ce discours suffisamment présent pour que des personnes fragiles telles qu'elles finissent par être rattrapées par cela et quand elles passent à l'acte de manière dramatique, réutilisent les modalités islamistes. Une perméabilité au discours islamiste sur des profils fragiles et un bilan sécuritaire alarmant pour Emmanuel Macron. Depuis son élection en 2017, la France a subi une série d'attaques islamistes meurtrières, souvent perpétrées par des immigrés ou des individus radicalisés, parfois fraîchement arrivés. Parmi elles, l'attentat de la préfecture de police de Paris en 2019, 4 morts, le meurtre de Samuel Paty en 2020 par un Tchétchène réfugié, l'attaque au couteau à la basilique de Nice en 2020, 3 morts par un Tunisien immigré irrégulier, l'assassinat d'une policière à Rambouillet en 2021 par un Tunisien régularisé, ou encore le meurtre d'un professeur à Arras en 2023 par un Tchétchène fiché S. Ces actes, cumulés à des attaques comme celle de Trèbes en 2018, 5 morts, ou Strasbourg, 5 morts, totalisent des dizaines de victimes et soulignent un lien récurrent entre immigration non maîtrisée et terrorisme islamiste. Et si le profil caucasien de l'assaillant d'Oléron le différencie de la plupart des terroristes précités, son passage à l'acte s'inspire du mode opératoire imprimé dans les esprits par les islamistes. Avec une explosion des arrivées de migrants sous la présidence Macron, de tels phénomènes émanant d'étrangers comme d'immigrés sont amenés à se multiplier.
En 2024, 336 700 premiers titres de séjour ont été délivrés, en hausse de 1,8% par rapport à 2023, portant la moyenne annuelle à environ 275 000 depuis 2017, soit 45% de plus que sous la présidence Sarkozy, pourtant déjà champion en la matière. Au total, près de 2 millions de titres ont été accordés à des extra-européens depuis 2017, équivalent à la population de Paris intramuros. À l'échec économique et international de la présidence Macron s'ajoute le chaos migratoire et sécuritaire dont l'attaque d'Oléron est une nouvelle expression. Le feuilleton Shein continue malgré le scandale des poupées. La plateforme de vente en ligne a ouvert son magasin à Paris et nos gouvernants s'agitent pour montrer leur réaction, mais l'UE garde les manettes. Renaud de Bourleuf. Honte au BHV! Honte au BHV! Honte à Chine! Honte à Chine! Honte au BHV! Honte au BHV! Les Français ne restent pas silencieux face à une réalité choquante. Mercredi, la marque chinoise Shein, plateforme de vente en ligne, a ouvert son premier magasin physique à Paris, un point de vente de 1200 mètres carrés au sein du bazar de l'Hôtel de Ville, le grand magasin de la rue de Rivoli, connu sous le sigle BHV. Quelques jours plus tôt, l'alerte était lancée sur un produit proposé par le site Shein, une poupée représentant une petite fille d'1 an, présentée comme un jouet sexuel. Mouvement Fort exige une réaction immédiate du BHV, partenaire commercial de Shein, et la rupture du partenariat au nom de la protection de l'enfance. Aucune marque, aucun grand magasin ne peut se prétendre responsable tout en collaborant avec une entreprise qui tire profit de produits pédocriminels. Merci beaucoup. Et le magasin qui sera ouvert ici est un magasin qui n'aura que des produits conformes. Merci à vous. Honte au BHV! Mais au sein du BHV, les autres sociétés ne partagent pas cet avis. Mardi, la veille de l'ouverture de la boutique Shein, la maison de mode Agnès B a annoncé son départ du grand magasin, déclarant refuser d'être associé à un scandale de poupées pédopornographiques. C'était l'occasion pour la maison de mode de revenir sur cette consommation connue sous l'anglicisme fast fashion, dont Shein est un représentant. Des vêtements de mauvaise qualité, produits dans des conditions sociales discutables, une menace pour l'industrie textile alors que les enseignes de prêt-à-porter ferment les unes après les autres, et des méthodes polluantes. En effet, le scandale pédocriminel n'est pas la première polémique de Shein. En juin 2024, une organisation belge de défense des consommateurs, Test Achat, a testé 25 vêtements et chaussures pour enfants de la plateforme en ligne Shein pour détecter la présence de substances chimiques indésirables. Selon les résultats publiés par l'organisation, 10 de ces articles contenaient au moins une substance dangereuse, dont une paire de chaussures avec des niveaux de plomb et de phtalate largement supérieurs aux normes européennes. D'autres articles présentaient des perturbateurs endocriniens, des allergènes et des irritants. Test Achat dénonce des règles trop laxistes et demande un renforcement du règlement européen et plus de contrôle pour protéger les consommateurs. Le Parlement s'est penché sur le sujet de la fast fashion, mais l'adoption d'une loi interdisant la publicité aux plateformes de l'ultra fast fashion est au point mort. De plus, en octobre dernier, la Commission européenne a rappelé à l'ordre la France. L'interdiction générale de la publicité est jugée incompatible avec la directive européenne sur le commerce électronique. Bruxelles a aussi pointé le projet de taxer les petits colis introduit par le Sénat, qui doit être revu au regard de l'évolution de la législation européenne d'exemption de taxes sur les colis de moins de 150 € prévue en 2028. Notons enfin que Shein a été condamnée à 190 millions d'euros d'amende pour manquement aux droits de la consommation en juillet et pour non-respect de la réglementation des traceurs sur Internet en septembre. Le tout alors que 4,4 millions de Français visitent le site chaque jour. La France est le premier marché européen de Shein, une plateforme qui met en vente des vêtements polluants sans se préoccuper de la santé de ses consommateurs et qui laisse en ligne des jouets pédocriminels, à croire que tout cela est lié. Là, la priorité, c'est plus du business qu'autre chose. Donc voilà pourquoi on est mobilisé. C'est intolérable. C'est l'avenir. Si on n'est pas capable de protéger nos enfants, enfin franchement, on peut faire tout le business du monde. À quoi ça sert? Et ça, c'est un bel exemple que cette fast fashion, notamment chez Shein, n'a pas trop de limites et qu'on voit des clichés vraiment trop bizarres mis en avant. Mercredi, le gouvernement a engagé la procédure de suspension de Shein. Pour que la plateforme démontre au pouvoir public que l'ensemble de ses contenus soient enfin conformes à nos lois, nos normes, nos règlements, et un premier point d'étape va être fait très rapidement. Dans la foulée, Shein a annoncé mettre sur pause l'activité de sa place de marché, tout en affirmant que sa décision était indépendante de l'annonce faite par le gouvernement. Le patron du BHV se dit satisfait. On est fiers des produits qu'on vend ici.
que les produits qu'on vend, on est certain de leur qualité, leur provenance. Et ce n'est pas le cas malheureusement des commerçants qui sont hébergés sur leur place de marché. Donc moi je salue cette décision. Je peux vous dire également que la décision de suspendre cette marketplace, elle avait été prise par Chine avant la demande du Premier ministre. Voilà. Donc je suis satisfait de cette décision et j'espère en fait qu'enfin on pourra arrêter de vendre des produits illicites sur ces places de marché. Ce jeudi, Serge Papin, ministre chargé des PME, et Amélie de Montchalin, ministre de l'Action et des Comptes Publics, se sont rendus à l'aéroport de Paris-Charles de Gaulle. Logistique, mais aujourd'hui c'est 100% de tous les colis arrivés depuis 24 heures qui sont bloqués. C'est 200 000 colis qui vont être ouverts par les douaniers, la DGCCRF, pour justement alimenter les 3 procédures qui ont été initiées par le Premier ministre. La première procédure, vous le savez, c'est la suspension du site. La deuxième procédure, c'est une enquête judiciaire. Et la troisième procédure, c'est une enquête européenne. Amélie de Montchalin a touché du doigt le problème. C'est à l'échelon européen que Chine peut être attaquée. Un blocage d'une très grande plateforme numérique telle que Chine exige de suivre une procédure stricte, conformément au règlement européen sur les services numériques, le DSA, notamment en obtenant l'avis de la Commission européenne, après enquête, et en passant devant un juge européen. À l'intérieur, les pouvoirs publics français peuvent toujours lancer des actions en justice ou faire des projets de loi qui n'aboutissent pas. Ils n'ont guère que des sanctions financières à leur disposition. Les 190 millions d'euros d'amende déjà payés par Chine, qui génèrent rien qu'en France plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires sur une année, ne les a visiblement pas arrêtés. En Serbie, les manifestants anti-Vučić ont commémoré le triste anniversaire de la catastrophe de la gare de Novi Sad. La situation politique serbe semble pourrir sur place. Le décryptage de Nicolas de Lamberterie avec Nicolas Mirkovic. Une année déjà que la tragédie de Novi Sad a eu lieu, entraînant 16 morts suite à l'effondrement du auvent de la gare, pourtant fraîchement rénovée. Cet événement tragique avait entraîné une très profonde colère estudiantine et populaire en Serbie contre un gouvernement accusé par les manifestants de protéger les coupables de cette catastrophe. Dans le viseur des opposants, la gouvernance par clientélisme et corruption, qui aurait notamment pu amener à ce qu'une partie des budgets destinés au chantier de rénovation de la gare soit détournée, entraînant ainsi des travaux de moindre qualité, et la catastrophe qui a ôté la vie à 16 personnes. Depuis lors, un mouvement de contestation assez inclassable, un peu à la façon Gilets jaunes en France, éloigné de tous les partis politiques, traverse toute la Serbie. Cela conduit à un certain pourrissement politique de la société serbe, étant donné que le pouvoir n'est jusqu'à présent pas parvenu à reprendre la main, mais qu'en même temps aucune figure d'opposition n'est parvenue à cristalliser la contestation, tandis que personne à l'étranger ne semble significativement soutenir ce mouvement très populaire et aussi profondément patriote. On sent que ce mouvement d'exaspération à l'égard du gouvernement est extrêmement puissant. Cela fait donc plus d'un an qu'il y a ces manifestations. Ces manifestations se sont dirigées à travers tout le pays, donc ce n'est pas non plus qu'une lubie d'une coterie politique belgradoise. C'est vraiment une manifestation populaire contre le gouvernement de Vučić. Il y en a eu plus de 12 000 des manifestations. Certaines personnes pourraient croire qu'il s'agit de révolutions de couleur telles qu'on les a vues en Géorgie lors de la révolution des roses ou plus ces derniers mois encore avec l'Union européenne qui encourage à descendre dans la rue, ou comme on l'a vu en Arménie avec la révolution des djinns, ou évidemment en Ukraine avec la révolution d'Orange en 2004 et la révolution de Maïdan de 2013 et 2014 qui a mené à un coup d'État. La Yougoslavie a déjà eu, en 2000, une de ses premières révolutions de couleur. Pour autant, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'il s'agisse de cela en Serbie aujourd'hui. Le mouvement est très suivi, il est national, il y a des personnes de tous les horizons politiques qui participent. Je pense que le mot d'ordre de dépolitisation pour éviter d'être récupéré est largement suivi, et les symboles qu'on voit souvent sont plutôt juste des drapeaux serbes. Il y a des icônes, des personnes qui marchent derrière des icônes, qui marchent derrière des croix, des personnes qui réclament une défense des valeurs traditionnelles de la Serbie. Il y a beaucoup de drapeaux qui rappellent que le Kosovo et la Metochie sont une région serbe. Beaucoup de personnes qui sont de ces manifestations reprochent au gouvernement de Vučić d'abandonner les Serbes du Kosovo. Et on ne voit pas vraiment ces drapeaux européens comme on a pu voir dans le Maïdan ou qu'on a pu voir à Tbilissi en Géorgie. On ne voit pas ces traces des Atlantiques
atlantistes. Alors évidemment, il y a des atlantistes qui poussent à ces manifestations, qui sont contents de voir beaucoup de personnes dans la rue parce qu'ils voudraient voir Vučić tomber, parce que Vučić joue ce rôle de président qui tente d'être indépendant et qui essaye d'être aussi proche de Moscou que de Bruxelles. Mais à force de vouloir plaire à tout le monde, eh bien, il finit par plaire à personne. Il est important de comprendre que ces jeunes Serbes qui manifestent aujourd'hui veulent rester en Serbie. De nombreux Serbes ont fui le pays. Il y a quasiment autant de Serbes dans la diaspora serbe qu'en Serbie même aujourd'hui. Ces jeunes Serbes qui restent veulent travailler en Serbie, veulent se développer en Serbie et ils ne comprennent pas la politique de leur gouvernement et qui ne leur donne pas une vision claire sur leur avenir avec cette politique de mi-figue, mi-raisin qui ne convient à personne. Ces Serbes, évidemment, sont craintifs quand ils voient que Belgrade abandonne les Serbes du Kosovo, quand ils voient que les armées de l'OTAN qui entourent la Serbie aujourd'hui sont en train de se renforcer, qui se demandent bien comment la Serbie, elle, pourrait se défendre, qui sont ses alliés dans ce monde multipolaire qui se développe. Les Serbes reprochent aussi cette collusion qu'il peut y avoir entre des hommes de pouvoir et des multinationales qui se fait sur le dos de la Serbie. Et donc ces Serbes expriment la volonté de reprendre leur politique en main. Je pense que c'est un mouvement qui traverse l'ensemble de l'Europe. Dans une énième tentative de reprendre la main, le président Aleksandar Vučić a annoncé qu'il envisageait de tenir des élections législatives anticipées pour répondre à la crise politique qui traverse donc la Serbie depuis 1 an. Pas certain que cela suffise, étant donné qu'aucune figure d'opposition sérieuse ne semble en mesure de contester le parti présidentiel et qu'une partie des manifestants auront certainement des critiques à émettre sur la sincérité d'un éventuel scrutin. Autre signe de pourrissement, le départ de Serbie de l'icône absolue du pays, le joueur de tennis Novak Djokovic, qui a à plusieurs reprises témoigné de sa sympathie pour les manifestations des étudiants serbes et a préféré quitter le pays pour s'installer en Grèce en raison de l'hostilité que lui manifestait le pouvoir de Belgrade après ses déclarations. Par ailleurs, un autre événement risque de susciter la colère de l'opinion publique serbe. Sous la houlette du ministre des Affaires étrangères Marko Đurić, la Serbie est en train de négocier actuellement la venue de 100 000 travailleurs du Ghana afin, dit-on, de combler les trous laissés par l'émigration et la faible démographie de la Serbie. Au final, même si la Serbie donne le sentiment d'être un pays fatigué et usé par les événements des dernières décennies, la vigueur résiduelle exprimée dans les manifestations montre qu'il existe encore une part de la population mue par une certaine énergie vitale. Mais il n'est pas certain que cela suffise à renverser le très habile et expérimenté président Vučić, ni même à produire une synthèse susceptible de porter une alternative crédible pour la Serbie. Passons à présent à l'actualité en bref en France. Les retraités descendent dans les rues. Ce jeudi, une manifestation a eu lieu à l'appel de plusieurs syndicats et associations tels que la CGT, la CFTC, mais aussi l'Union nationale des retraités et personnes âgées. Les organisateurs dénoncent un acharnement contre les retraités, pointant entre autres le gel des pensions et du minimum vieillesse en 2026, la suppression de l'abattement fiscal de 10% dont bénéficient les retraités, et le doublement des franchises médicales. Le Premier ministre Sébastien Lecornu a annoncé être prêt à renoncer au gel des pensions de retraite et des minima sociaux. Une église vandalisée la veille de la Toussaint. Samedi 1er novembre, les habitants d'Ouzouer-sous-Bellegarde, commune rurale proche de Montargis dans le Loiret, ont constaté que la porte de l'église a été forcée. Des bancs, pourtant scellés, ont été retournés, certaines boiseries cassées, des dalles de carrelage arrachées. Dans la nuit de vendredi à samedi, les habitants avaient entendu des bruits inquiétants. Lundi, le maire a déposé plainte affirmant que l'attaque était surprenante, alors que l'église n'est que rarement ouverte, principalement pour les obsèques. Au moins l'industrie militaire fonctionne. La Croatie a approuvé l'acquisition de 18 canons César auprès de la France pour 320 millions d'euros dans le cadre de sa modernisation militaire. La commande, validée par la Commission défense du Parlement croate, sera signée en décembre après accord gouvernemental. Financée par des prêts européens pour la défense annoncés au printemps 2025, elle exige au moins 65% de composants européens, ukrainiens ou norvégiens. Divisée en deux lots, elle inclut les canons, du matériel de surveillance, des véhicules et des camions pour munitions, livraison prévue en 2029. Le César, canon 255 monté sur camion, tire 6 obus à 40 km en moins d'1 minute. Le Japon s'invite chez Livre Arbitre. Le prochain numéro de la revue littéraire consacre un dossier à l'auteur nippon Yukio Mishima. Également dans ce numéro 51, un article sur Émile Cioran, de la littérature jeunesse ou encore les réfractaires aux rêves américains. Ce nouveau numéro sera présenté lors d'une soirée en présence d'auteurs à Paris le vendredi 7 novembre au café Regalia dans le 15e arrondissement de Paris dès 20h. L'actualité internationale en bref.
La COP30 s'ouvre le 10 novembre à Belém au Brésil avec 191 pays mobilisés pour relancer l'action climatique mondiale. 10 ans après l'accord de Paris, mais les tensions géopolitiques, les conflits et le retrait américain sous Trump freinent les ambitions écologistes. Selon les plus alarmistes, le réchauffement s'accélère à plus 0,5 degrés Celsius en 2024 avec ouragans, inondations et incendies records. Emmanuel Macron en visite à Belém pousse à l'action avec Lula, mais son bilan français est critiqué avec des émissions en baisse molle, moins 0,8% en 2025, recul sur les aides à la rénovation qui plombe sa crédibilité écologique. Les retards sur la programmation pluriannuelle de l'énergie, les divisions politiques et ses concessions européennes affaiblissent sa voix. L'influence française avec lui semble en perte de vitesse. Les actionnaires de Tesla votent ce jeudi sur la rémunération controversée d'Elon Musk, estimée à au moins 1 000 milliards de dollars sur 10 ans. L'Assemblée générale, tenue à Austin et diffusée en direct, oppose partisans et opposants à ce pactole stratosphérique. Le package, divisé en 12 tranches, conditionne l'octroi d'actions à des seuils ambitieux, comme une capitalisation de 8 500 milliards de dollars. Déjà détenteur de 12,4% du capital, Musk pourrait atteindre 25 à 29% s'il remplit tous les objectifs. Ses soutiens, dont le conseil d'administration, vantent un visionnaire indispensable à la révolution industrielle de Tesla. Les opposants, comme le fonds norvégien ou ISS, dénoncent une dilution excessive et des objectifs flous. Musk a menacé de réduire son engagement sans ce plan, liant l'avenir de l'entreprise à son contrôle. Les grands investisseurs Vanguard et BlackRock restent quant à eux muets avant le scrutin décisif. Euthanasie ou homicide, la frontière est parfois mince. En Allemagne, un infirmier de 44 ans en soins palliatifs a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de 10 patients et 27 tentatives entre décembre 2023 et mai 2024 à Würselen, près d'Aix-la-Chapelle. Il administrait des surdoses de sédatifs ou analgésiques à des patients âgés en phase terminale pour réduire son travail de nuit. Le tribunal a bloqué toute libération anticipée après 15 ans. De nouvelles exhumations visant d'autres victimes et un second procès est possible. L'affaire évoque d'autres cas déjà médiatisés, dont celui de Nils Högel, condamné pour 85 meurtres en 2019. Franck Camas et Tom Laperche remportent la 17e Transat Café l'Or sur l'ultime SVR Lazartigue, franchissant la ligne à Fort-de-France mercredi à 22h13 local. Partis du Havre le 26 octobre, les deux Français ont bouclé les 6500 miles en 11 jours, devançant Sodebo de 350 miles. Camas, 51 ans, décroche une 5e victoire record après ses succès en 2001, 2003, 2007 et 2021 et conforte son surnom de Petit Mozart de la voile. Laperche, 26 ans, prodige et héritier de François Gabard, signe son premier grand succès après 2 deuxièmes places. Les avaries des favoris Banque Populaire 11 et un passage maîtrisé du Poteau Noir, la zone de convergence équatoriale entre l'Afrique et l'Amérique latine, ont scellé leur domination en dépit d'une météo capricieuse et d'un parcours modifié qui ont marqué cette édition automnale impitoyable. Ce soir, vous avez rendez-vous avec Immédiat. Merci de votre fidélité. À demain.